Nous allons commencer donc aujourd'hui le paragraphe sur l'aimantation d'un milieu matériel. Donc, je vous rappelle qu'on avait vu les séances dernières, donc on a présenté le dipôle magnétique, le champ magnétique créé par le dipôle magnétique et l'action du champ magnétique sur un dipôle magnétique. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'apparition de l'aimantation dans un milieu matériel divers. Donc, on va commencer par présenter le phénomène. Dans la nature, on distingue deux types de corps, de milieux. Tout d'abord, il y a des corps constitués de particules qui ne possèdent pas de moment magnétique initialement. Ces particules ne contiennent pas d'électrons libres, célibataires, tels que les molécules du diazote ou bien du dichlore, Cl2. Donc, ces corps ne présentent pas d'aimantation permanente à l'échelle macroscopique. On les appelle des corps diamagnétiques. D'un autre côté, il existe des corps constitués de particules qui possèdent un moment magnétique. Donc, ces milieux qui possèdent des particules ou bien des molécules possédant des moments magnétiques, on ne remarque pas l'effet de ces moments magnétiques à une échelle macroscopique, et ceci en raison de l'agitation thermique. Donc l'agitation thermique fait que les moments magnétiques sont orientés de manière aléatoire les uns par rapport aux autres. Donc à une échelle macroscopique, ces corps-là ne présentent pas d'aimantation permanente. On les appelle des corps paramagnétiques. Par exemple, vous avez le monoxyde d'azote, NO, et le dioxygène. Il y a la molécule d'oxygène, O2. Alors, nous voyons sur cette petite figure des corps qui possèdent des moments magnétiques représentés par des petites flèches en rouge, et ces moments magnétiques sont orientés de manière aléatoire. Donc, si on prend un élément de volume très petit, nous allons trouver dans cet élément de volume des molécules et des particules avec des moments magnétiques orientés de manière aléatoire. Donc, cet élément de volume n'aura pas d'aimantation remarquable. Alors, il existe certains corps où les interactions sont très fortes entre les moments magnétiques. Donc, les interactions entre les atomes voisins, entre les molécules voisines, sont très fortes et engendrent une aimantation. Par exemple, vous avez le fer, le cobalt, le nickel. Alors, ces moments magnétiques ont tendance à s'orienter parallèlement les uns par rapport aux autres, et l'agitation thermique n'arrive pas à détruire complètement cette orientation privilégiée. Donc, ces corps qui présentent une aimantation permanente très forte sont appelés ferromagnétiques. Il existe deux autres types
où il y a un état d'aimantation rémanent, le ferrimagnétique et l'antiferromagnétique. Alors, pour l'état ferrimagnétique, les spins, c'est-à-dire les moments magnétiques des atomes voisins, sont parallèles et opposés. Exemple, vous avez la ferrite, Fe3 ou 4. Donc ici, on représente sur cette première figure le ferromagnétique. Donc vous avez ici des particules avec des moments magnétiques totalement parallèles, les uns par rapport aux autres. Et ce domaine-là, donc, il possède donc, une aimantation dirigée dans un sens particulier. Alors, nous avons ici l'antiferromagnétique et ensuite, vous avez le ferrimagnétique où les atomes voisins possèdent des moments magnétiques opposés. Donc, sont parallèles et opposés. Alors, on a remarqué avec des expériences qu'au-delà d'une certaine température caractéristique du matériau, qu'on appelle la température de Curie, le corps perd ses propriétés ferromagnétiques. Donc, il devient paramagnétique. Donc, au-delà d'une certaine température, le corps n'est plus ferromagnétique, il n'a plus la propriété magnétique précédente et devient paramagnétique. Donc, dans ce cas, l'agitation thermique va l'emporter sur les interactions fortes entre les atomes voisins. Donc, il va perdre sa nature magnétique. Donc, par exemple, le fer, par exemple, au-delà de 1040 degrés Celsius, il perd sa nature ferromagnétique. Alors, les matériaux ferromagnétiques sont très utilisés de nos jours. Depuis un certain temps, d'ailleurs, on les rencontre dans les moteurs électriques, les générateurs électriques. Donc là où on a besoin d'un champ magnétique fort, ou bien d'un flux magnétique élevé. On les rencontre aussi dans les transformateurs électriques et aussi dans les haut-parleurs. Donc, qui transforment un signal électrique, un courant électrique, en onde acoustique. Donc là aussi, ce transfert d'énergie se fait à travers un flux magnétique. On les rencontre aussi dans les disquettes informatiques qui ne sont plus utilisées de nos jours, des petites disquettes, et aussi dans les tickets de métro. Donc, il y a beaucoup d'applications des matériaux ferromagnétiques qui ont été utilisés depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, bien entendu, avec l'importance de l'utilisation de l'énergie renouvelable, on retrouve les matériaux ferromagnétiques dans les aérogénérateurs qui produisent de l'électricité à partir de l'énergie du vent. Alors, deuxièmement, on va regarder l'action du champ magnétique sur un matériau magnétique. Lorsqu'un matériau donc, est plongé dans un champ magnétique, alors le champ magnétique il va agir sur les électrons et les noyaux
qui constitue la matière du milieu matériel. Donc, l'influence du champ magnétique B est nettement plus importante sur les électrons qui sont plus légers que sur les noyaux. Alors, premièrement, le cas d'une substance diamagnétique. Alors, sur une substance diamagnétique, le champ magnétique B déforme les nuages électroniques. Il fait apparaître au sein des atomes des molécules, des moments magnétiques induits. Alors, d'après la loi de Lenz, les champs magnétiques produits par ces moments microscopiques, ils vont s'opposer au champ magnétique B initial. À l'échelle macroscopique, le milieu acquiert donc une aimantation de sens opposé au champ magnétique qui lui a donné naissance. Alors, cette aimantation induite reste toujours très faible et quasiment indépendante de la température. Deuxièmement, le cas d'une substance paramagnétique. Alors, sur une substance paramagnétique, donc, pour laquelle il existe des moments magnétiques à l'échelle microscopique, l'action du champ magnétique extérieur a tendance à orienter les dipôles atomiques dans une direction privilégiée du champ magnétique extérieur, qui va exercer un couple de force gamma qui est égal au moment magnétique de la particule vectorielle du champ magnétique extérieur B. Donc, c'est un effet qui est plus important que dans le cas des milieux diamagnétiques. Donc, le milieu, il va acquérir une aimantation induite de même sens que le champ extérieur B. Donc, comme on le voit ici sur la figure, donc le champ extérieur B et les particules avec des moments magnétiques donc, plus ou moins orientés dans la direction du champ B. Néanmoins, cette aimantation induite reste également très faible. Elle va dépendre fortement de la température, car l'agitation thermique entrave l'orientation privilégiée des dipôles. Troisièmement, donc, le cas d'une substance ferromagnétique. Alors, si on a une substance ferromagnétique plongée dans un champ magnétique extérieur B, ce matériau ferromagnétique, il va acquérir une aimantation très importante, donc qui est très grande par rapport à celle acquise par les matériaux paramagnétiques et diamagnétiques. Cette aimantation, elle va subsister en général après disparition du champ magnétique initial. Donc, c'est une aimantation rémanente. On passe maintenant donc 2-3 au calcul de vecteurs aimantation et à l'expression des courants d'aimantation. Alors, si on prend un milieu quelconque qui est plongé dans un champ magnétique, donc si le milieu il va acquérir une aimantation, il va s'aimanter. Alors, chaque volume mésoscopique des taux acquiert un moment dipolaire magnétique qu'on va noter par dm. Alors, d de m, c'est d de petit m, donc il y a une petite erreur de frappe, induit par le champ extérieur B.
Alors, on appelle ici l'aimantation, on va la noter par grand thème. Alors, grand thème, ça peut être noté de deux façons différentes. On va voir en fonction de la... alors ici, on va noter grand thème droit. Et ici, on a petit d, pardon. Voilà. Donc, je répète ici, donc, un milieu éventuellement ferromagnétique, soumis à un champ magnétique extérieur. Il va acquérir une aimantation notée par grand M ici, tel que, si je prends un élément de volume des taux, cet élément de volume des taux, il acquiert une aimantation définie par le moment magnétique dm, qui est égal à l'aimantation grand M fois l'élément de volume des taux. Alors, l'unité de l'aimantation se mesure en ampères par mètre. Alors, lorsque ce milieu acquiert une aimantation, il va donner naissance à des densités de courant, à des courants d'aimantation, représentés par les densités de courant d'aimantation. Donc, la densité de courant d'aimantation en surface et une densité de courant d'aimantation en volume. Alors, on va essayer de montrer tout à l'heure que la densité de courant d'aimantation surfacique, elle est égale à l'aimantation M vectorielle N, le vecteur unitaire normal au volume, à la surface, et la densité de courant en volume, J indice M, est égale à rotationnelle de M. Pour obtenir les expressions des densités de courant équivalentes à l'aimantation, nous allons passer par le calcul de potentiel vecteur créé par la distribution volumique d'aimantation. Donc, soit un milieu diélectrique noté par grand D, limité par une surface fermée sigma, de dimensions grandes devant les dimensions atomiques. Alors, si je prends un milieu non aimanté, pardon, mais doté d'un courant réparti dans le domaine D, avec une densité volumique petit j, et avec une densité de courant surfacique notée par J indice S, donc ces courants vont créer en tout point de l'espace environnant un potentiel vecteur qui va être donné par l'expression suivante. Donc, grand A, le potentiel vecteur, égale à mu0 sur 4pi, l'intégrale sur le volume D de la densité volumique de courant J sur la distance PQ, c'est-à-dire petit r, multiplié par l'élément de volume des taux, plus mu0 sur 4pi, l'intégrale double sur la surface fermée sigma de JS sur R d sigma avec petit r, donc c'est égal à la distance RQ, c'est-à-dire
OQ moins RP, c'est-à-dire OP. Donc, en supposant qu'il existe une origine O appartenant au domaine D. Alors, supposons maintenant que le milieu soit aimanté, donc avec une aimantation éventuellement indépendante du temps. Considérons un élément de volume d2 doté d'un moment magnétique dm, donc comme on le voit ici sur la figure. Donc, le moment magnétique d de petit m est égal à m d taux. Toujours des problèmes de notation. Voilà. Bon, un petit problème de notation, mais c'est pas grave. C'est d de grand m ou d de petit m, c'est pas important. Donc, grand M, il va désigner l'aimantation au point P. Alors, si on exprime le potentiel vecteur créé par l'élément de volume des taux au point Q, donc le potentiel vecteur, on va l'exprimer en utilisant l'expression du potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique dans l'approximation dipolaire. C'est-à-dire ici que, je vous rappelle que le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique simple, c'est égal à mu0 sur 4pi m vectoriel r sur r au cube, ou bien m vectoriel om sur om au cube. Alors ici, on remplace petit m, le moment magnétique du dipôle magnétique simple, par le moment magnétique dm de l'élément de volume d2. Donc, puisque l'élément de volume ici, il est infinitésimal. Ensuite, je remplace le moment magnétique dm par l'aimantation multipliée par l'élément de volume d2, m fois d2. Donc, l'expression du potentiel vecteur créé par l'élément de volume d2, 0 sur 4pi m vectoriel r sur r au cube d2. Ensuite, on intègre sur le domaine D pour obtenir le potentiel vecteur total en un point de l'espace quelconque. Donc, j'obtiens ici l'expression du potentiel vecteur A en un point quelconque Q. 0 sur 4pi, l'intégrale sur le volume aimanté de m vectoriel r sur r au cube d2. Passons maintenant aux expressions des courants d'aimantation. Donc, pour obtenir le potentiel vecteur créé par les courants d'aimantation avec les densités de courant surfaciques et volumiques, donc je vais utiliser cette expression. Donc, vous avez ici le potentiel vecteur d'aimantation avec l'indice petit m. On a un point quelconque grand M. Alors ici, on a un petit peu changé les notations. C'est égal, donc au premier terme, l'expression du potentiel vecteur créé par un courant surfacique, en l'occurrence, la densité de courant d'aimantation de surface, JSM, au point P appartenant au domaine D, multiplié par ds divisé par la distance PM. Ensuite, le deuxième terme ici, donc c'est le terme qui concerne les courants d'aimantation volés, représentés par la densité de courant J indice M, multiplié par d taux sur PM. Donc, si on prend ici un élément de volume du taux, il va avoir un moment dipolaire dm
est égal à M d taux. Donc ici, maintenant, on va considérer l'aimantation du milieu grand M, donc avec cette notation de M, pour faire la différence avec le point M. Donc, je reprends l'expression du diapo précédent. Donc, les potentiels vecteurs créés par un moment dipolaire de moment dm, donc c'est égal à mu0 sur 4pi dm vectoriel pm sur pm au cube. Donc, si je remplace dm par son expression, ça devient mu0 sur 4pi m vectoriel pm sur pm au cube d2. Donc ici, bien entendu, la différence avec le moment magnétique simple, c'est que dans l'expression, j'ai PM à la place de OM. Donc OM, c'était un point fixe, c'était le point où on avait le dipôle magnétique. Donc ici, c'est un point du domaine dit. Maintenant, il faut tout d'abord remarquer une chose, c'est que PM sur PM au cube, donc ce terme-là, on peut l'exprimer en fonction du gradient. Donc, il vaut bien gradient de 1 sur P. Donc, ça, on l'a vu en application donc, la semaine dernière. Alors, d'où l'expression du potentiel vecteur, il va se mettre sous cette forme-là. Mu0 sur 4pi, l'intégrale sur le volume V de M vectoriel gradient de 1 sur Pm fois d taux. Alors, nous allons utiliser une première relation rotationnelle de un scalaire par un vecteur. Là aussi, on a déjà vu cette expression. Donc, on rappelle ici que rotationnel de FV, c'est F rotationnel de V plus gradient de F vectoriel V. Alors, si je remplace ici M vectoriel gradient de 1 sur PM, donc qui représente ici gradient de F vectoriel V, on va trouver tout d'abord rotationnel du produit. Alors, bien entendu, je vais poser F égale à 1 sur PM et V égale à l'aimantation M. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser peut-être les stylos. Donc, si j'utilise le stylo quelque part, alors je ne sais pas comment je... Donc, je pose ici F égale à 1 sur PM. Et je pose V égale à M. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc on obtient mu0 sur 4pi, l'intégrale sur le volume de rotation de M sur PM, ditto, moins mu0 sur 4pi, l'intégrale sur le volume aussi, de rotationnel de M sur PM fois d2. Donc en utilisant cette propriété de rotationnel appliquée à un produit scalaire par vecteur.
D'un autre côté, on peut montrer que l'intégrale sur le volume V de rotationnel de M sur PM du taux, c'est égal à moins l'intégrale sur la surface fermée qui entoure le volume V de M vectoriel ds sur PM. Donc, vous remarquez ici, donc ce second terme de l'expression du potentiel vecteur A, on va essayer de le transformer en intégrale sur une surface. Donc, pour démontrer cette relation, on va... Donc, cette relation ici qui permet de passer de l'intégrale triple à l'intégrale double. Donc, on va partir d'un vecteur V quelconque et d'un deuxième vecteur C constant. Donc, on va appliquer ici l'intégrale triple de divergence de V vectoriel C des taux. Alors, je vais effacer ce... Voilà. Bon, tout d'abord, je vais commencer par donc, utiliser l'opérateur nabla. Donc, divergence de V vectoriel C, c'est nabla scalaire V vectoriel C. Et on sait très bien que la propriété du produit mixte, donc je peux l'exprimer nabla scalaire V vectoriel C sous la forme C scalaire nabla vectoriel V. Alors, j'utilise aussi la relation de Green-Ostrogradsky, donc qui dit que c'est la relation de la divergence. L'intégrale triple de divergence de V vectoriel C des taux, c'est aussi égal à l'intégrale double sur la surface fermée de V vectoriel C. Donc ici, comme vous avez un produit mixte, donc je vais l'exprimer sous la forme ds vectoriel V fois C. Donc, dans cette relation, je vais éliminer le vecteur constant C pour obtenir donc l'intégrale de nabla vectoriel V qui vient de là est égale à l'intégrale double de ds vectoriel V. Donc, vous avez égalité, bien entendu, entre ces deux termes. Hein, et vous avez le C ici, qui est un vecteur constant, scalaire, donc le produit vectoriel, nabla vectoriel V, ou bien scalaire ds vectoriel V. Donc, j'élimine ce vecteur constant et j'obtiens cette relation. L'intégrale triple de nabla vectoriel V des taux est égale à l'intégrale double de ds vectoriel V ou bien moins l'intégrale double de V vectoriel ds. Alors, ce qui me donne la relation recherchée. Donc, l'intégrale triple de rotation de V du taux est égale à l'intégrale double de V vectoriel ds. Donc, ici, bien entendu, je vais prendre dans ce cas, le vecteur V, c'est M sur PM. Donc, par identification, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, je vais trouver pour le potentiel vecteur A, mu0 sur 4pi, l'intégrale triple de rotationnel de M sur PM du taux, plus mu0 sur 4pi, l'intégrale double sur la surface S de M vectoriel N sur PM ds. C'est-à-dire ici, on a
M vectoriel ds en réalité, mais je l'exprime avec le vecteur normal à la surface. Donc, par identification avec la première expression du potentiel vecteur en fonction des courants, donc cette expression-là, donc je vais l'identifier avec le potentiel vecteur calculé à partir de l'aimantation. Donc, je vais obtenir donc les deux densités de courant d'aimantation. Le courant d'aimantation volumique, qui est égal à nabla vectoriel M, c'est-à-dire rotationnel de M, et le courant d'aimantation de surface, M vectoriel M. Donc ici, on voit un exemple de milieu aimanté avec une aimantation M suivant l'axe d'un cylindre. Ça va engendrer des courants circulaires, donc d'axe du même axe que celui du cylindre. Donc, vous avez des courants circulaires qui vont apparaître ici et qui sont dus à l'aimantation. Donc, ce sont des courants ici qu'on peut trouver en faisant M vectoriel la normale. Donc, M vectoriel la normale, ça va donner un vecteur densité de courant tangent au cylindre et orienté dans ce sens de flèche. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau donc pour aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter pour cette première partie.